Bonjour Manon Aubry. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur France Info à 2 jours des élections européennes. Le dernier sondage pour France Info hier vous donnait à 7,5% des intentions de vote. D'autres enquêtes vous situent entre 8 et 9%. Mais quoi qu'il arrive, loin du score réalisé par Jean-Luc Mélenchon pour la France Insoumise lors de la dernière élection présidentielle. Est-ce que vous avez raté votre campagne ? Permettez-moi de dire qu'on fera le bilan la semaine prochaine. Promis, on pourra se revoir, on pourra faire le bilan la semaine prochaine. On verra quel sera le score dimanche soir. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est la seule force politique en capacité de déjouer l'espèce de trois nuances de libéralisme de droite qu'on a face à nous, incarnées par La République En Marche, les Républicains et le Rassemblement National, qui tous les trois sont d'accord pour casser les droits sociaux, augmenter le temps de travail, ne veulent pas augmenter le SMIC, ne sont pas en faveur du partage des richesses, ni ne prennent à bras-le-corps la question écologique. Et je pense que c'est deux thèmes, l'écologie et le social, qui font la colonne vertébrale aujourd'hui de la France Insoumise, et la seule à même de défaire ce trio qu'on a devant nous. Donc voilà, je lance ici un dernier appel de donner de la force à la force pour déjouer ce trio dimanche. Vous avez dit au fil de votre campagne, et Jean-Luc Mélenchon l'a dit aussi, que vous, la France Insoumise, vous souffriez particulièrement de l'abstention. Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à mobiliser, vous, votre électorat traditionnel ? C'est vrai qu'a priori, la France Insoumise fait partie des forces politiques où l'abstention est la plus forte, mais c'est surtout dû en réalité à l'électorat social et la diversité sociologique de la France Insoumise, parce qu'il y a beaucoup de gens, notamment dans les classes populaires, qui se disent à quoi ça sert d'aller voter. Et moi, je veux m'adresser à tous ces gens-là. C'est parce que vous n'arrivez pas à les convaincre, justement. Non, vous savez, je pense que c'est plutôt... Regardez la campagne qu'on a eue ces 5 derniers mois, si on veut faire un peu le bilan du coup. Si on veut faire le bilan, quand on regarde dans le rétroviseur, au final, on a assez peu parlé de propositions. Il y a une chose qui n'a pas aidé, quand même, La République En Marche, qui sort son programme 15 jours avant les élections. Là où ils nous disent qu'ils prennent sérieusement la question européenne, permettez-moi d'en douter quand ils proposent leur programme. Il y a aussi un mouvement social avant. Qui a marqué l'opinion, qui s'appelle les Gilets jaunes, Manon Aubry, ça vous a pas échappé ? Bien sûr, il y a un mouvement social qui a marqué l'opinion. Et moi, je crois que ce mouvement social, il doit se traduire politiquement à un moment ou à un autre. Parce que dit ce mouvement social ? Il dit que, 1, ce n'est pas aux plus pauvres de payer la transition écologique, mais aux plus riches. 2, il dit qu'on veut plus de justice fiscale et plus de partage des richesses. On ne trouve pas la traduction dans les intentions de vote pour l'instant. Ça serait quoi un bon résultat pour la France Insoumise dimanche ? Moi, vous savez, j'ai jamais fait de campagne politique avant, donc je sais pas trop faire mettre un objectif. Tiens, à partir de là, faire des calculs de savant. Moi, mon ambition, c'est de faire le plus possible. Honnêtement, on tirera le bilan de manière transparente dimanche. Mais du coup, je veux quand même m'adresser à tous ces gens qui se sont mobilisés en se disant que ce soit les jeunes aujourd'hui sur le climat, dans la rue, tous les vendredis, que ce soit les gilets jaunes. À un moment, il faut un changement radical de système politique, de système économique. Est-ce que c'est pas un peu paradoxal, Manon Aubry ? Vous dites on n'a pas assez parlé d'Europe au fil de cette campagne, on n'a pas assez parlé des propositions globalement dans cette campagne, et vous, votre premier point, et c'est le premier point de votre profession de foi, c'est un référendum anti-Macron. Parce que ces deux choses sont évidemment liées. Je vais vous donner des exemples concrets. D'abord, sanctionner le président de la République française. Sanctionner le président de la République française qui applique avec une certaine forme de zèle les politiques européennes. Qu'a fait le président de la République tout juste arrivé au pouvoir en 2017 ? Il a cassé le code du travail. C'était une recommandation de la Commission européenne. La France est engagée. Il n'était pas obligé de le faire, et donc c'est pour ça que je vous le dis, il l'applique avec une certaine forme de zèle. Et donc aujourd'hui, l'Europe libérale alimente la France libérale d'Emmanuel Macron. Et ce sont deux visions communes. Et puis, la France s'est engagée aussi dans une forme de course à la concurrence fiscale au niveau européen, qui nourrit par les paradis fiscaux européens comme le Luxembourg, et qui a conduit derrière Emmanuel Macron à aussi baisser l'impôt des plus riches. Donc ces deux choses sont liées, et c'est la pédagogie qu'on a essayé aussi de faire pendant cette campagne. Alors, si je reviens juste une dernière fois sur les sondages, pardonnez-moi d'insister Manon Aubry, vous nous avez dit il y a 1 mois et demi, on va faire nos propres sondages à la France Insoumise. Ils disent quoi, vos propres sondages ? Rassurez-vous, se portent plutôt bien nos propres sondages. Je peux pas vous donner les résultats. Mais on est plutôt optimiste pour dimanche. Et au-dessus donc des sondages plutôt au-dessus, mais je peux pas vous donner le résultat. Pourquoi vous pouvez pas nous les donner ? Parce que c'est un outil de pilotage interne. Je veux dire, les sondages, c'est un outil de pilotage. Mais si on fait campagne en ne discutant que des sondages, on s'en sort plus. Non, mais vous êtes la seule formation politique à avoir dit que vous feriez vos propres sondages. C'est pour ça que je vous pose la question. On n'a pas annoncé, des gens l'ont su. On n'a pas fait de la communication dessus. C'est ça que je veux vous dire. Voilà, c'est un outil de pilotage qui permet notamment de sentir aussi l'opinion publique française sur quoi elle se cristallise, notamment des thématiques fortes comme le pouvoir d'achat, comme le
le climat, qui se trouve aujourd'hui être nos propositions et nos thèmes majeurs aussi de campagne. Justement, sur les questions environnementales, la gauche donc se présente en ordre dispersé lors de ce scrutin européen, et pour autant, il y a des candidats qu'on peut classer à gauche qui tiennent des propositions, qui ont des propos qui sont assez similaires. On va écouter un échange que vous avez eu lors du débat diffusé par France 2 avant-hier avec Yannick Jadot, la tête de liste écologiste. On a eu le Dieselgate de Renault il y a quelques jours. Ce que nous demandons, c'est que, comme en Allemagne, on oblige les constructeurs automobiles à récupérer les voitures, à les réparer à leurs frais pour qu'on arrête d'empoisonner nos enfants et toute la population. On se souvient tous du scandale de Volkswagen qui avait trafiqué les dispositifs anti-pollution pour que ça ne soit pas polluant. Et donc il faut faire payer aux vrais responsables, les pollueurs. Vous dites exactement la même chose que Yannick Jadot. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas ensemble ? Mais évidemment qu'on peut avoir des points d'accord avec Yannick Jadot, mais on a aussi des points de désaccord. Je vais vous en donner plusieurs. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas, nous n'avons pas la garantie que Europe Écologie Les Verts et les Verts au niveau européen ne vont pas gouverner avec la droite et les libéraux. Yannick Jadot vous a répondu, il a démenti. Yannick Jadot, il a répondu à une interview du Point. Il a dit si ils sont prêts, les libéraux, à faire des propositions dans le bon sens, nous sommes prêts à faire une coalition avec eux. Il a dit jamais avec le PPE. Il n'a pas démenti le fait de ne pas faire d'alliance avec les libéraux et encore moins les Verts européens qui sont ceux qui dominent. Deuxième point de désaccord avec Yannick Jadot, c'est que nous ne sommes pas en faveur d'une écologie qui est punitive. Yannick Jadot a défendu notamment la taxe carbone. La taxe carbone qui a suscité le début de la mobilisation des Gilets jaunes et qui touchait à près de 3 fois plus les 10% les plus pauvres par rapport aux 10% les plus riches. Nous pensons qu'il faut faire une écologie qui soit populaire et donc qui se fait avec les classes populaires et qui ne les pénalise pas davantage. Et dernier point de désaccord, si vous me permettez, c'est la vision plus globale des traités européens. Aujourd'hui, nous pensons que ces traités européens ne permettent pas de solder la dette climatique, ne permettent pas de faire les investissements nécessaires dans la transition écologique, les dizaines de milliards nécessaires pour les énergies renouvelables, et inscrivent aussi en lettres d'or le libre-échange, la libre concurrence de nos services publics comme de nos barrages. Des traités, vous dites ? Donc il faut rompre en effet avec ces règles européennes qui aujourd'hui ne nous permettent pas... Donc il faut sortir de l'Union européenne. On peut sortir des traités sans sortir de l'Union. Si je vous disais sortir de l'Union européenne, on aurait écrit Frexit, ça aurait été beaucoup plus simple. Aujourd'hui, nous disons que ces règles nous empêchent de faire la transition écologique. Je prends un dernier exemple, la mise en concurrence de nos lignes de fret, qui se traduit concrètement par près de 90% des marchandises qui sont transportées par des camions qui polluent, qui nous empoisonnent la vie. Donc nous disons, il faut accepter de ne pas appliquer ces règles, de rompre avec ces règles pour faire la transition écologique. Alors, sur la question des sanctions, regardez, c'est un truc à géométrie variable. Non, mais franchement, c'est un truc à géométrie variable. L'Allemagne ne respecte pas la question de la dette. Il y a une dette maximum, il y a la question de la dette commerciale, la balance commerciale qui est limitée à 6%. Ils sont à 9%. Ils ne sont pas sanctionnés. La Hongrie viole allègrement les droits de l'homme. Ils ne sont pas sanctionnés. Il y a une procédure en cours. Non, ils ne sont pas sanctionnés. Mais aujourd'hui, ils sont pas sanctionnés, mais il y a une procédure qui a été enclenchée par l'Union européenne. Ils ne seront pas sanctionnés, et vous le savez, parce que l'article 7, il est très difficile à appliquer pour les sanctions. Et donc, au final, nous, parce que nous voulons faire de la transition écologique, appliquer notre programme, prendre à bras le corps l'urgence climatique, nous allons nous sanctionner. Il n'y a aucun article qui prévoit l'exclusion d'un État de l'Union européenne. C'est simplement nous donner les moyens de notre ambition. Et aujourd'hui, il y a uniquement la France insoumise qui est dans cette capacité. Manon Aubry, notre invité ce matin sur France Info. D'autres questions pour vous juste après l'info. Il est 8h41. David Doba. Le parti travailliste néerlandais en tête des élections européennes, en tout cas selon un sondage réalisé à la sortie des urnes hier. Le parti nationaliste ne serait pour sa part qu'en 3e position. Je rappelle que les Néerlandais étaient d'ailleurs avec les Britanniques les premiers à voter pour ces européennes hier. Avec une dette de 2,9 milliards d'euros, Rallye, maison mère de Casino, placée en procédure de sauvegarde, mesure qui lui permet de suspendre le remboursement de sa dette et de négocier avec les créanciers. 5 jours après les débordements lors de la manifestation des Gilets jaunes à Reims, une participante blessée porte plainte. Cette femme de 60 ans accuse un policier de l'avoir bousculée volontairement en marge du rassemblement. Selon le Wall Street Journal, Hervé Weinstein aurait trouvé un accord financier avec plusieurs de ses victimes présumées, montant 44 millions de dollars. Il engloberait toutes les procédures intentées au civil contre lui, y compris au Canada et au Royaume-Uni. Une transaction qui ne l'exempte pas pour autant de poursuites pénales, et là, il risque
la prison à perpétuité. Et puis on les déteste, 364 jours par an, on tente de se réconcilier avec eux le temps d'une soirée. La fête des voisins célèbre sa 20e édition, 9 millions de personnes attendues, fête célébrée désormais dans une 50aine de pays. Manon Aubry, tête de liste de la France Insoumise pour les élections européennes de dimanche. Notre invité ce matin sur France Info, Renaud Dely. Dans cette campagne européenne, plusieurs listes se sont évoquées la question des accords de Schengen. Certaines de ces listes veulent remettre à plat Schengen pour sauver Schengen. Ça, c'est ce que dit Nathalie Loiseau. D'autres veulent carrément enterrer cet accord de libre circulation en Europe. François-Xavier Bellamy évoque une double frontière nationale et européenne. Et vous, que fait-on pour vous des accords de Schengen qui instaurent la libre circulation en Europe? Est-ce qu'il faut les remettre à plat et les réformer? Alors nous sommes en faveur du principe de la libre circulation des personnes au sein de l'Union européenne. C'est un acquis. Le problème aujourd'hui, c'est que vous avez d'un côté cette libre circulation des personnes et de l'autre, vous n'avez pas les mêmes droits. Et donc, le problème n'est pas tant que vous puissiez aller d'un pays à un autre, c'est que quand vous allez d'un pays à un autre, vous n'avez pas les mêmes droits, notamment à cause du statut de travailleur détaché. Donc concrètement, on a n'importe qui peut venir de l'Union européenne et qui va être salarié ici en France et qui n'aura pas le même salaire. Et donc, le concept même de libre circulation est dévoyé par cette inégalité des droits sociaux qui existent au sein même de l'Union européenne, notamment à cause de ce statut. Mais il faut maintenir ce concept de libre circulation. Bien sûr, il faut maintenir, nous sommes en faveur de le maintenir. Si cette question du retour des frontières a pesé dans cette campagne, c'est évidemment lié en partie à la crise migratoire qu'a affrontée l'Union européenne ces dernières années, en tout cas aux yeux de certaines de ces listes. C'est toute relative, oui, la crise. En tout cas aux yeux de certaines de ces listes. Est-ce que vous considérez que la France aujourd'hui est à la hauteur en matière de droit d'asile et qu'elle est à la hauteur de son devoir? Non, elle n'est pas du tout à la hauteur. Quand j'ai entendu Nathalie Loiseau et La République En Marche à plusieurs reprises pendant les débats cette semaine s'enorgueillir de la politique migratoire, j'ai honte pour la France. J'ai honte pour la France parce que ils ont fermé les portes de la France à l'Aquarius, qu'ils ont laissé en errance pendant plusieurs semaines. Ils ont même eu des paroles extrêmement dures quand Nathalie Loiseau parle de shopping, de l'asile. Elle parle aussi de comme s'il fallait un carton d'invitation pour les exilés qui viennent taper aux portes de l'Union européenne. Mais ce sont des femmes et des hommes qui fuient la misère, qui fuient la guerre, qui fuient le changement climatique. Eh bien, moi, je veux dire qu'on a un devoir d'humanité face à ces gens-là et en même temps, évidemment, de lutter contre les causes des migrations parce que c'est une souffrance, que ce soit... Mais donc la France doit accueillir davantage de migrants, Manon Aubry. La France doit au Combien, moins... tous? Sur quels critères? La France doit revoir ses critères d'asile. C'était des propositions que l'on avait faites notamment pendant la loi Asile-Immigration. La France d'Emmanuel Macron a fait tout le contraire en durcissant notamment l'accueil et l'enfermement, notamment des enfants, de passer de 45 jours à 3 mois, c'est quand même colossal, on parle d'enfants ici. Et donc, nous sommes par exemple en faveur d'un statut de réfugié climatique. On sait que dans les prochaines années, à cause du changement climatique, il y aura des milliers, des millions de gens qui seront poussés sur les routes. Si on vient d'une zone du monde qui est concernée par le changement climatique au point qu'on ne peut plus y habiter, on peut venir vivre en France. Tout à fait. Et donc... Ça peut concerner potentiellement plusieurs millions de personnes. Mais il faut relativiser. Vous savez, vous parliez en effet de crise migratoire utilisée par certains mouvements. Mais il faut arrêter avec cette pensée qu'on est submergé par la migration. Aujourd'hui, peut-être pas aujourd'hui, mais selon vos critères... Non, mais c'est 0,2% de la population européenne. Non, mais les personnes qui seront concernées par le changement climatique. Le meilleur moyen d'agir là-dessus, c'est d'agir à la racine, de prendre à bras-le-corps la question climatique, de cesser les accords de libre-échange qui organisent le grand déménagement du monde, qui fait qu'aujourd'hui, le trafic de marchandises sur les cargos a été multiplié par 3 en 25 ans. C'est ça qui pollue, c'est ça qui crée le dérèglement climatique, et c'est comme ça qu'on agira à la racine, et je crois que ça doit être la première des priorités en la matière. Vos prises de position sur la question migratoire, elles vous ont valu en début de semaine de la part de Marine Le Pen une attaque extrêmement violente. C'était lors d'un meeting mardi. Quant à la France insoumise, qui devrait s'appeler la France islamiste, le refus de tout contrôle aux frontières, le soutien aux individus qui aident les illégaux, les régularisations systématiques des clandestins, la distribution de la nationalité française au premier qui passe, le vote des immigrés. Bon, je veux vous dire, pas un Français sensé ne peut accepter de suivre ce délire immigrationniste. Pourquoi vous attaque-t-elle aussi violemment ? Faudra lui demander. Franchement, moi, quand je vois ça, elle se ridiculise, elle fait pas honneur au débat politique, elle est insultante. J'ai même pas envie de lui répondre. Mais ce sont des attaques qui vous blessent, qui non, blessent pas du tout. Me faire attaquer par Marine Le Pen, je vais vous dire, c'est presque un honneur. Moi, j'ai toujours combattu l'extrême droite. Et si elle pense qu'elle a la bonne cible en ciblant la France insoumise... Ce qu'elle se dit, c'est peut-être que ça parle à votre électorat. Est-ce qu'elle se trompe ?
Franchement, qui va entendre la France insoumise est islamiste, mais ça ne veut rien dire, elle confond tout. Elle est insultante pour ceux qui si elle pense insulter les musulmans de cette manière-là, enfin, franchement, c'est absolument ridicule. Précisément, Manon Aubry, face à cette poussée des partis d'extrême droite en France et en Europe, il y a un autre candidat avec lequel vous débattiez hier soir, c'est Benoît Hamon qui a pris une prise de position. On l'écoute. Nous sommes sous la menace claire en Europe comme en France, d'une internationale raciste face à laquelle on cède du terrain. Et je pense, quand je dis on, pas moi, mais qu'il me semble que sur ces questions-là, il faut reconstituer. Tout à l'heure, il y avait un appel à l'unité, la digue des humanistes. Là aussi, face à la poussée de l'extrême droite, vos divisions à gauche, eh bien, elles vous empêchent de faire un vrai barrage à Marine Le Pen. Vous savez, la politique, c'est rarement de l'arithmétique on va additionner tel logo et ça va faire tant de pourcentage. Et vous êtes d'accord avec Benoît Hamon quand il parle de la nécessité de bâtir une digue des humanistes ? Oui, et je pense que nous avons une digue humaniste sur la question migratoire. Ceci étant dit, je crois qu'il faut avoir aussi une attitude responsable sur les questions migratoires. Et nous assumons de parler aussi des souffrances à l'origine des migrations. Je vous parlais, quelles sont les raisons des migrations ? Le changement climatique, des accords économiques inégaux, les guerres, et donc il faut aussi assumer d'agir sur ces causes-là, parce que ces femmes et ces hommes qui migrent, en général, le font pas par gaieté de cœur, en montant sur un radeau de sauvetage comme on monte sur un bateau de croisière. Mais là-dessus, je partage tout à fait la vision de Donc Benoît. Ça veut dire la nécessité de changer nos politiques de coopération, justement, avec ces pays-là, que ce soit à l'échelle nationale ou à l'échelle européenne ? Je vais vous donner un exemple précis. Moi, j'ai travaillé pendant plusieurs années en République démocratique du Congo, qui est un des pays les plus pauvres au monde, et pourtant un des pays les plus riches en minerais, du cuivre, du cobalt, ce que vous avez tous dans votre téléphone portable. Et comment cela se fait-il que le pays ne bénéficie pas, économiquement parlant, des richesses naturelles qu'elle a dans son sol ? Parce qu'aujourd'hui, les entreprises multinationales pillent les ressources là-bas, parce qu'il y a un manque de régulation, et la plupart de ces entreprises, une partie d'entre elles, viennent d'Europe. Je pense qu'il y a un devoir de régulation, et il y a un devoir aussi d'accords économiques qui permettent le développement de ces États, et notamment en Afrique subsaharienne. D'autres questions pour vous, Manon Aubry, tête de liste de la France Insoumise aux Européennes. Notre invité ce matin sur France Info, juste après l'info, il est 9h-10. David Doba. À 3 jours des Européennes, les jeunes se mobilisent pour le climat. Plusieurs manifestations prévues un peu partout en France, notamment à Paris. Ce sera à partir de 13h au départ d'Opéra. Et puis à la même heure à Strasbourg, les participants défileront jusqu'au Parlement européen. Le président du PSG, Nasser El-Khelaifi, est mis en examen pour corruption active. Il est soupçonné d'avoir joué un rôle dans l'attribution des mondiaux d'athlétisme de 2017. Les premiers mariages homosexuels enregistrés cette nuit à Taïwan, et c'est une première d'ailleurs plus globalement en Asie. 300 couples homo devraient se marier dans cette seule journée. La Haute-Marne, premier département à préparer le retour aux 90 km/h sur certaines routes. Déclaration ce matin sur France Info de Nicolas Lacroix, président LR du département. Mesure qui pourrait entrer en vigueur dès que la loi sera définitivement votée. Et puis pas de match possible entre Nadal et Federer avant les demi-finales de Roland-Garros. Le tirage au sort a eu lieu hier soir. Chez les femmes, Serena Williams pourrait croiser le chemin de Naomi Osaka, première mondiale, à partir des quarts de finale. France Info. Manon Aubry, tête de liste de la France Insoumise pour les Européennes. Notre invité ce matin, Renaud Dely. Les élus de la France Insoumise au Parlement européen siégeront au sein du groupe Gauche Unitaire Européenne qui compte aujourd'hui à peu près 52 élus, si je ne me trompe pas, 52 sur 751. Comment construire une majorité pour infléchir, sortir justement du carcan libéral que vous dénoncez quand on est 52 sur 751 ? Je vais vous donner un exemple concret pour vous répondre. À l'heure actuelle, nous avons 2 eurodéputés. J'espère que nous en aurons beaucoup plus ce dimanche. A priori, nous en aurons beaucoup plus. Et avec seulement 2 eurodéputés, nous avons réussi à obtenir l'interdiction de la pêche électrique. Nous avons initié un mouvement, puis travaillé avec d'autres groupes. Yannick Jadot nous a redit ce matin que c'était grâce aux eurodéputés verts que l'interdiction de la pêche électrique avait été obtenue. Vous vérifierez. Faire un test de paternité donc sur la pêche électrique. Ça a été initié par Younous Omarjee. Après, on a pu travailler avec Yannick Jadot, tant mieux. Et d'ailleurs, je veux rendre hommage. Vous avez travaillé ensemble. Je veux rendre hommage d'abord aux associations qui sont celles d'ailleurs qui ont initié le mouvement, notamment Bloom. Et après, en effet, sur certains sujets, on peut initier des dynamiques. C'est à cela que servent des députés de la France Insoumise. Et puis la deuxième chose à laquelle servent des députés de la France Insoumise, c'est aussi être des lanceurs d'alerte. On sait par exemple dans quelles conditions d'opacité les traités de libre-échange
libre-échange sont aujourd'hui négociés dans l'enceinte européenne. On a besoin de relais de la mobilisation au sein du Parlement européen. C'est le rôle que nous jouerons. Mais en revanche, vous ne pouvez pas bâtir une coalition majoritaire alternative. Il y a un mois, vous avez participé à Stockholm au sommet du plan B, ce fameux plan B qui a été défendu avec nos partenaires européens en 2005 lors du référendum sur la Constitution européenne. Ce plan B, il vise à quoi? Il vise à chercher une sortie, une porte de sortie de l'Union européenne. Ce plan B, il cherche à reconstruire l'Union européenne. À sortir de l'Union européenne actuelle. Non, actuelle si vous voulez, mais à reconstruire la coopération entre les peuples européens sur de nouvelles bases, sur des bases de justice fiscale, de justice sociale et sur des ambitions écologiques élevées. Mais il n'y a pas de majorité au Parlement européen, il n'y en aura pas demain pour le faire. Mais vous savez que aujourd'hui, construire une coalition, c'est important au niveau européen, au sein notamment de Maintenant le peuple avec nos amis de Podemos en Espagne, du Bloc de gauche au Portugal, au sein du Parlement européen. Et demain, ce sera un point de relais aussi quand, et j'espère que la France insoumise pourra aussi arriver au pouvoir en France à l'échelon national pour créer ce rapport de force avec nos partenaires européens pour au final réussir à rompre avec ces règles européennes et créer une nouvelle forme de coopération européenne. Je crois qu'on en rêve tous, honnêtement. J'ai pas fait de politique depuis longtemps, mais depuis que je suis petite, j'entends le totem de l'Europe sociale. Vous savez, le truc qu'on sort, ah oui, on va faire l'harmonisation sociale, etc. On sait que le cadre actuel est extrêmement contraint. On sait que le cadre est contraint aussi sur les questions de transition écologique. Remplaçons la règle d'or des 3% de déficit par la règle verte, ne pas prendre plus à la terre que ce qu'elle peut reconstituer. Voilà des propositions concrètes que nous avons sur la table. Alors précisément, l'approche de ce scrutin européen, c'est le timing qu'a choisi Emmanuel Macron hier pour réunir son conseil de défense écologique pour la première fois. Et à l'issue de ce conseil de défense qui réunissait 12 ministres et le Premier ministre, le ministre de la Transition écologique, François de Rugy, a annoncé l'enterrement du projet actuel de mine à ciel ouvert baptisé la Montagne d'Or est prévu en Guyane. Sous la présidence du président de la République, le Conseil de défense écologique a décidé de constater l'incompatibilité du projet actuel minier Montagne d'Or avec les exigences de protection environnementale. C'est une bonne décision, Manon Aubry ? Moi, je comprends qu'à ce stade, il y a une suspension et que c'est pas un enterrement définitif. Et donc, je m'en réjouirai au moment où il y aura un enterrement définitif. Et puis, il a aussi annoncé une réforme du code minier pour le mois de décembre prochain. Ça aussi, c'est une bonne décision. Donc, c'est pour ça, il faudra voir dans quelle mesure il sera réformé et dans quelle direction il sera réformé. Si c'est réformé pour faire une politique de petits pas, ce qui est l'habitude jusqu'à présent du gouvernement d'Emmanuel Macron en matière de lutte contre le changement climatique, alors ce ne sera pas suffisant. Même si ce sont des petits pas dans le bon sens. Mais oui, mais vous savez, les experts des Nations Unies le disent. On a 12 ans pour prendre à bras-le-corps la catastrophe climatique et changer radicalement notre direction. Les jeunes qui se mobilisent aujourd'hui dans la rue le disent. Il faut un changement radical. Alors non, la politique des petits pas, je vais vous le dire, ça ne suffit pas. Sinon, on a commencé la 6e extinction de masse. Donc moi, je ne peux pas... C'est notre génération, c'est ma génération, la jeunesse. Je ne peux pas me contenter de me dire « Ok, on a regardé la catastrophe passée et on a fait dans le style des politiques des petits pas, ils ont interdit les touillettes en plastique. » Mais non, on sait qu'il faut un changement radical de système. Investir massivement dans les énergies renouvelables, protéger nos services publics, du fret, du train, nos barrages hydroélectriques qui sont menacés. 30 ans, vous dites-vous. Oui, 100% d'énergie renouvelable en 30 ans. On a la capacité, on peut le faire. Et sortie du nucléaire d'ici 30 ans. Et sortie du nucléaire, vous savez... C'est à peu près en France 300 000 emplois, enfin les estimations varient entre 200 et 400 000 emplois directs et indirects, le nucléaire. Les énergies renouvelables, c'est 900 000 emplois. Ça tombe bien, vous voyez, ça créera plus d'emplois. Ce sont des emplois... 500 000 emplois si on sort du nucléaire pour passer aux énergies renouvelables. Donc voilà. Il y a une transition à faire quand même, Manon Donc Aubry. c'est les énergies renouvelables, rien que les énergies renouvelables, sans parler de la question de la transition de notre agriculture vers une agriculture écologique, c'est 900 000 emplois. Ce sont des emplois qui sont non délocalisables. Ce sont des gens qui vont travailler dans les énergies photovoltaïques, dans les éoliennes. C'est bon pour tout le monde et en plus pour ceux qui les aficionados de la croissance, ça crée même de la croissance. Donc je me demande ce qu'on attend. Il y a manifestement un manque de volonté politique et le gouvernement ne semble pas pressé de faire cette transition écologique, ni l'Union européenne. Alors nous assumons de le dire. La baisse en tout cas de la part de production d'énergie nucléaire dans la part d'énergie totale est affichée. Ça, c'est un objectif. Oui, et ont-ils suspendu le PR de Flamanville ? Non. Et on en est à plus d'11 milliards d'euros. C'est un gouffre financier. C'est autant d'argent qu'on aurait pu investir dans les énergies renouvelables. C'est pareil pour l'ensemble des centrales nucléaires qui vont arriver toutes à bout de souffle dans les prochaines années, prochaines dizaines d'années. Au lieu d'investir
plus de 100 milliards d'euros qu'il faudrait pour les renouveler, eh bien, autant les investir dans les énergies renouvelables. On y sera tous gagnants. Ça fait de l'emploi pour la jeunesse et on préserve notre planète. Manon Aubry, vous faisiez déjà de la politique avant. Vous militiez pour une ONG de défense de l'environnement. Politique avec un petit P. Maintenant, vous faites de la politique pour la France insoumise. Est-ce que vous y avez pris goût à cette première campagne pour vous ? Ouais, c'est difficile de faire un bilan, pour être honnête. On en fera un bilan quand ce sera ça dépend du résultat. Non, mais quand ce sera un peu retombé. Je peux vous livrer des premiers sentiments de cette campagne. J'ai eu à la fois du côté du verre à moitié vide un sentiment de frustration parce que ça a été souvent un débat de petites phrases, un débat d'invectives, un débat de faits divers. Et ça, c'est frustrant parce que quand on vient du milieu associatif, moi, la raison pour laquelle je me suis engagée, c'est de me dire, OK, pour lutter contre le changement climatique, pour lutter contre l'évasion fiscale, les solutions, on les connaît. Ce qui manque, c'est de la volonté politique. C'est ça dont je veux débattre. Et côté verre à moitié plein, j'ai été enthousiasmée, impressionnée par la force des militants de terrain qui, je trouve, au quotidien, redonnent ces lettres de noblesse à la politique. Vous y avez pris goût aux campagnes électorales ? Aux campagnes, non, c'est un moment assez particulier. Vous savez, on est des êtres humains. La présidentielle dans 3 ans ? Vous me voyez candidate à la présidentielle. Pourquoi pas ? Non, moi je vais faire mon mandat de parlementaire européen et je trouve que la politique peut vite déconnecter de la vraie vie et moi mon enjeu c'est de rester connecté à la vraie vie, donc je resterai une citoyenne ordinaire qui continuera à avoir une vie équilibrée. Je crois que c'est le mieux pour la politique. La présidentielle, souvent ça déconnecte de la vraie vie. Je trouve que la politique peut avoir une capacité à déconnecter de la vraie vie et donc moi mon enjeu c'est comment je reste une citoyenne comme tout le monde et je continuerai à prendre le métro, à faire du water polo, bref à être une citoyenne comme vous et moi. Manon Aubry, tête de liste de la France insoumise aux européennes, restez connectés à France Info dimanche soir, grande soirée électorale.